Bonjour à tous. J'ai intitulé cette vidéo Triste constat parce que je constate que certains salariés ont parfois du mal à lire les communications que je leur envoie. J'ai donc décidé de réaliser des vidéos afin de clarifier les choses et répondre aux questions que certains d'entre vous se posent. Chaque semaine, une nouvelle vidéo sera en ligne sur un sujet particulier relatif au droit du travail. Alors, cette première vidéo sera consacrée au constat actuel, afin que vous compreniez qu'il devient impératif pour un salarié d'être bien informé, pour préserver ses droits face à l'employeur, comme auprès du Pôle emploi ou encore de la sécurité sociale et des organismes de prévoyance. De la même façon, il est tout aussi important que les employeurs se préservent face à la crise économique gravissime qui se profile, car les tribunaux de commerce et autres mandataires judiciaires sont à l'affût. Passé le temps de la sidération, de l'expectative et de l'espoir, vient fatalement celui du doute et de la colère. Depuis 1814, les mouvements sociaux de tout type, révolution, rébellion, émeutes, grèves, campagne électorale, pétitions, etc., et quels que soient leurs initiateurs, que ce soit des ouvriers, des paysans, des jeunes, des minorités, etc., se sont évertués à aller dans le sens de plus de droits humains et de considération pour le travailleur. La situation d'urgence sanitaire exceptionnelle que nous vivons a balayé en 10 minutes à peine plus de 200 ans de lutte sociale. Alors si certes le Code du travail mériterait un toilettage pour le rendre plus accessible aux communs des mortels, il n'en reste pas moins que la peur insufflée à la population à grand renfort de matraquage médiatique nous a fait oublier les ordonnances prises contre nos libertés fondamentales et contre le droit du travail. Pire, le gouvernement s'en est même pris à la presse en nous expliquant ce qu'il faut lire comme information, et ce qui n'est pas Macron compatible relèverait de la fake news. Quelque chose me dit que les décrets provisoires pris vont s'installer dans la durée sous prétexte de crise économique. De nombreux salariés restent sur le carreau, ne sont plus du tout rémunérés et ne perçoivent pas non plus d'indemnisation. Je rappelle quand même que le principe du chômage partiel, c'est que l'entreprise avance le salaire à hauteur de 70% du salaire brut par heure chômée, soit environ 84% du salaire net horaire, et qu'il doit être versé en principe aux dates habituelles de versement de salaire, l'entreprise se faisant ensuite rembourser par l'État. Donc l'entreprise qui est à l'arrêt total depuis le 16 mars et qui ne réalise plus de chiffre d'affaires va forcément avoir du mal à avancer les rémunérations, d'autant que les entreprises exsangues n'ont plus de quoi non plus payer les cabinets comptables pour effectuer les démarches nécessaires de demande d'aide auxquelles éventuellement elles pourraient prétendre. Alors ne comptez pas trop sur les banques, elles n'aident qu'en majeur que les entreprises qui n'avaient pas trop de difficultés avant la crise. Celles qui étaient de base déjà fragiles vont fatalement couler, elles n'auront pas d'avance de trésorerie, pas de prêt garanti, et je pense que tous les salariés qui vivent actuellement avec un salaire amputé en font également la triste expérience. Si vous étiez déjà en délicatesse avec votre banquier, inutile de compter sur lui pour vous aider en ce moment. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a aussi mis à jour l'étendue incommensurable du travail au noir en France et de ceux qui de facto crèvent de faim au sens littéral du terme. Ce sont les associations subventionnées par l'argent public, donc par la moitié de Français qui payent les impôts pour l'autre moitié qui n'en paye pas, qui nourrissent actuellement la population des travailleurs clandestins avec quelques bonnes volontés individuelles et accessoirement, encore une fois, l'État. Je reçois et j'aide souvent ces employés clandestins qui recherchent leur régularisation dans la sécurité, le nettoyage, le bâtiment, la restauration. Ces immigrés, depuis plusieurs décennies, bien malgré eux, ont entraîné la casse des coûts du marché du travail et des salaires toujours tirés vers le bas. Cette main-d'œuvre est exploitée à bon marché, ce qui engendre ce que j'appelle l'esclavage moderne. Et le pendant économique de cette situation, c'est un coût colossal pour la communauté française. Selon un rapport du Conseil de l'orientation pour l'emploi de février 2019, une note de presse de l'ACOS, donc la Caisse nationale des URSSAF du 2 mai 2019, on estime à 2,5 millions le nombre de salariés employés clandestinement. Le manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale est évalué, alors selon les sources, à 3,2 ou 5,7 milliards d'euros, parfois plus. Alors il y a deux réalités qui s'opposent et qui sont aussi tristes l'une que l'autre. D'un côté, des drames humains qui poussent à l'immigration pour un motif économique des pauvres malheureux qui aspirent, comme tout un chacun, à un monde meilleur pour leur famille et pour eux-mêmes. Et de l'autre, une réalité économique qui fait que chaque régularisation de clandestins par le travail n'a de bénéfice que pour l'employeur, car les clandestins régularisés perdent leur emploi, la plupart du temps au profit de nouveaux immigrés embauchés à leur tour au noir, qui arrivent et les remplacent. Alors en parallèle, sans forcément y voir de lien de causalité, les forces vives du pays sont pompées, épuisées, ce qui engendre entre autres la crise de l'hôpital et des services publics en général. La conséquence de ce que beaucoup appellent l'assistanat est que l'on a dépouillé le service public et les retraités et que les salaires sont systématiquement, encore une fois, tirés vers le bas.
Même le ministère de la Justice employait en 2015 près de 40 000 auxiliaires de justice dans des conditions de travail pas très glorieuses. Des travailleurs dont les charges sociales n'étaient pas payées reconnaissaient que c'était quand même un bel exemple de la part de l'État français, et du ministère de la Justice en plus. Alors ce qui est très inquiétant, c'est pas tant que cette pandémie a mis au grand jour tout ce qu'un nombre de statistiques et professionnels du monde du travail, les syndicats, les directs, les cours des comptes, etc. dénonçaient déjà, c'est que le gouvernement, sous prétexte de pandémie et d'urgence sanitaire, précarise un peu plus les salariés sans véritablement préserver les emplois. Alors j'espère me tromper, mais je reçois en ce moment chaque jour des appels de salariés éplorés sans aucune ressource, ce qui me laisse à penser que les défaillances d'entreprises vont être exponentielles au sortir de la crise sanitaire et que de très nombreux salariés vont aller grossir les rangs du pôle emploi. D'un point de vue strict du travail, de nombreuses questions se posent sur la sécurité, le télétravail, la responsabilité de l'employeur et des salariés, des questionnements légitimes auxquels il va bien falloir répondre. Et force est de constater que ce n'est pas avec le flou artistique du gouvernement Macron, les 20 pages de préconisations aux entreprises et les 69 pages de mode opératoire pour ouvrir les écoles que l'on va être aidé. C'est à se demander si les élites de la France, qui ont fait les plus hautes études dans les meilleures écoles françaises et qui conseillent le gouvernement, ont déjà travaillé un jour en entreprise et ou ont déjà pris un jour les transports en commun. Il existe un tel décalage entre la parole publique et le terrain et les aides octroyées également sur le terrain, que tout cela me laisse profondément perplexe. Alors je vous laisse imaginer ce que peut être le respect d'une distanciation sociale de 4 mètres carrés sur une chaîne de production dans une usine, par exemple. Alors certes, il faut bien aller retourner travailler, hein, c'est inévitable, hein, c'est recommandé, mais si le gouvernement pouvait arrêter de considérer que tous les Français avaient un cul de bulot et nous laisser un peu le soin de nous organiser, je pense qu'on gagnerait en efficacité. Et voyez-vous, c'est un peu comme les masques, là où l'État faillit, la grande distribution réussit. Comme le dit avec une grande clairvoyance le professeur Orion Claude, je ne peux que constater qu'effectivement, ce que l'on vit est une tragédie qui a des conséquences sanitaires, certes, mais également politiques, économiques, sociales et humaines. Nous sommes entrés dans une phase d'inquiétude totalement irrationnelle, sous couvert scientifique et médical, et on accepte sans broncher la suppression de nos libertés individuelles, les conséquences économiques désastreuses avec des licenciements en grand nombre, la bourse qui dévisse, et le pire de tout, humainement parlant, on nous retire ce que l'homme est de façon intrinsèque, un être de lien social. L'homme a besoin viscéralement de contact humain, et ce dont personnellement je souffre le plus depuis le mois de mars, c'est de ne pas pouvoir embrasser ma mère et mes enfants. L'État a même en quelque sorte légalisé l'euthanasie en permettant aux médecins de prescrire hors autorisation de mise sur le marché le Rivotril, tout en empêchant les médecins traitants de prescrire de la chloroquine dans le cadre d'une atteinte au Covid-19. N'étant pas médecin, je ne vais pas faire de l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire de donner mon avis sur ce que je ne connais pas, mais enfin, je peux que constater que le Conseil de l'ordre des médecins n'a pas du tout le rôle de contre-pouvoir qu'on est en droit d'attendre de cet organisme, et est au contraire aux ordres d'un gouvernement aux abois. J'ai eu dans mon entourage proche des personnes atteintes du coronavirus, elles ont toutes été bien malades, donc pas du tout asymptomatiques, et m'ont décrit un tsunami dans le corps, mais elles ont rapidement été soulagées et guéries par une association d'antibiotiques. Alors c'est le cafouillage et l'amateurisme du gouvernement qui est très anxiogène en réalité. Et j'en suis venue à me demander si les décisions iniques de nos gouvernants ne sont pas plus mortifères pour la France que le Covid lui-même. Je ne remets pas en cause l'efficacité et l'utilité du confinement, je suis simplement effrayée de nos renoncements sans broncher et sans se poser de questions à toutes nos libertés individuelles. Vous pouvez donc me poser des questions par mail relatives au droit du travail en mode dégradé, afin que chacun puisse reprendre le chemin du travail de façon sereine et apaisée. Je vais tenter de répondre de façon plus précise et pragmatique possible. Et j'attire quand même votre attention sur le fait que la situation n'est facile pour personne, ni pour les salariés, ni pour les employeurs. Alors prenez soin de vous, de vos familles et surtout restez attentifs. C'est un petit clin d'œil à un super patron qui se reconnaîtra.